Bonjour, salut, yo Maxime. J'essaye de caler la caméra là. La dernière fois j'étais bien arrivée. Là je sais pas. Ah, attendez. Mhm. Pourquoi j'étais arrivée la dernière fois? Bienvenue dans le live Cache pas ta joie. Ouais, on va dire que c'est bien. Bienvenue, bienvenue, salut. Je fais des coucous, je peux faire des coucous aux gens. J'espère que vous allez bien. Alors je vais inviter je vois Philippe que tu me demandes d'intervenir dans le live. Il y a deux invités qui sont prévus, qui vont arriver. Donc pourquoi pas une prochaine fois pour vous faire participer vous. Mais ce sera avec plaisir. Mais là, pour ce live, j'ai prévu deux invités. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce. Qui vont venir raconter une galère et comment ils s'en sont sortis. Salut Sonia. Ah, il y a la vanne qui est là. Alors, je vous explique rapidement le principe. Bonjour. Le principe de ce live, de cette soirée, donc à la base c'est censé être dans un bar. Hein. J'ai pas eu l'idée en confinement, mais je me suis dit qu'on n'allait pas se laisser abattre et qu'on allait le faire quand même, même si c'est virtuel. L'idée de ces soirées, c'est de raconter donc une galère et expliquer comment on s'en sort, comment on en trouve du positif. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je trouve que bah, enfin, l'idée de Cache pas ta joie, c'est de montrer du positif, montrer tout ce qui va bien. Et je trouve que pour l'appliquer concrètement dans nos vies, c'est compliqué, quoi, quand on voit beaucoup de positifs. Oui, pardon. Oui, quand on voit plein de mots positifs entraînants, c'est difficile de se l'appliquer à soi-même concrètement. Et du coup, l'idée de Cache pas tes galères, c'est Hallo Lisa, il y a des Allemands sur le live, ça va être compliqué de tout traduire. Pardon, je m'égare. L'idée, c'est de parler de ce qui va bien. Oh là là, je vais laisser parler les autres. L'idée, c'est de pouvoir. Oh là là, terrible. Ouais, il y a tellement de trucs positifs qui tournent et tout, et je trouve que c'est difficile de se les appliquer pour soi. Et donc, cache pas tes galères, c'est aussi l'idée de se déculpabiliser, de se dire, ouais, moi aussi, j'ai des galères et je peux aussi en apprendre quelque chose. Et je trouve que en partageant finalement des galères et en le tournant dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Mais cache pas tes galères, c'est moi qui fais parler les autres, et vous voyez pourquoi je m'embrouille. Je vais inviter la vanne tout de suite, il va venir. Voilà, donc il y aura deux personnes sur ce live. Donc Lavan qui va arriver tout de suite. Hello. Ah ouais. Alors, il ne ressemble pas à un ordinateur et il a une tête. Hein. Il y a un vrai décalage entre le live et quand on participe en fait. Ah ouais? Ouais, Oui, 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 c'est les commentaires sont décalés. ouais, c'est Donc, j'explique rapidement Lavan. On se connaît grâce à l'Institut de l'engagement. ouais. On est tous les deux lauréats. Et donc, c'est Je te laisse t'expliquer c'est quoi l'institut hein, si jamais. bah, c'est une association qui accompagne des jeunes après leur service civique, en gros, à réaliser leur projet. Donc, ça crée une énorme diversité de profils. Mhm. Et ça fait, je crois que c'est là, du coup, la cinquième soirée constatation que je fais. Et c'est la quatrième où il y a un lauréat qui vient. Et Ouais. j'essaye de briser le chaîne parce qu'à chaque fois, c'est des témoignages géniaux. Et donc voilà, et la prochaine personne qui viendra après, Marie, je la connais aussi grâce à l'Institut de l'engagement. Elle n'est pas lauréate, elle était intervenante. Bref, toute une autre histoire. Mais je te donne la parole. Et ah oui, juste un dernier truc. Vu que les commentaires sont décalés en plus, je te laisse raconter ton histoire. Essaye enfin, s'il y a des questions ou quoi, moi je les note. Donc si vous avez des questions, vous qui regardez, vous pouvez y aller, je les note et je te les poserai après. Ok? Ok, ok, ça Comme marche. ça te perturbe pas dans ton récit. Ok. Bon déjà, j'espère que j'ai bien compris le concept. Bah, je commence par ma galère. En fait, ma galère, elle commence en 93. En 93, en fait, je nais tout simplement et en fait, je nais de parents réfugiés qui sont réfugiés sri lankais en fait. Donc en fait, je nais dans le 12e. Je suis ni français ni sri lankais parce qu'en fait, sur le papier il y a juste le passeport de ma mère dans lequel je suis écrit en gros interdit d'aller au Sri Lanka. Donc c'est un peu complexe quoi. Donc je nais un peu hors sol.
Et en fait, ça va débloquer, enfin, chez moi très jeune, en fait, un manque je sais pas qui je suis, quoi, d'où je viens, qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est une galère, en fait, qui va s'accentuer par le fait que mes parents, en fait, étaient réfugiés. Ils n'avaient pas forcément choisi de venir en France. Généralement, famille en Angleterre, en Allemagne, au Canada. Ils vont constamment me dire, mais toi, t'es Sri Lankais, quoi. Et bah, même aujourd'hui, j'ai 26 ans, et en 26 ans, j'ai passé deux semaines au Sri Lanka. Donc, c'est un peu court, quand même, je trouve. Et en fait, je viens d'un quartier assez populaire et cosmopolite à Créteil. Et, euh, et même là, en fait, même dans le cadre hors familial, quand on était petit, on s'identifiait beaucoup à nos origines. C'est-à-dire que il y avait mes potes qui se disaient qu'ils étaient sénégalais, maliens, il y avait des Algériens, des Portugais. Euh, Bizarrement, il n'y en avait pas beaucoup qui disaient moi je suis français. Je pense qu'il y en avait, tu vois. Et, euh, et il y avait une deuxième problématique aussi, c'est que il y avait vraiment genre un peu les Renois entre eux, les rebeux entre eux, et il n'y avait pas une personne à cet instant, genre à 5 kilomètres à la ronde, qui me ressemblait à peu près, si c'était les gens de ma famille, tu vois. Et j'étais vraiment en mode qu'est-ce qui se passe, qui je suis, quoi. Et, euh, et en fait, c'est le monde sportif qui va un peu me m'aider en fait à sortir de là. Et notamment le monde les sportifs de haut niveau. En gros, ce qui se passe, c'est que on arrive tranquillement vers les années 2000. Les années 2000, en fait, il y a l'Euro de foot en fait qui se déroule à ce moment-là. Et il y a une image qui marque, en fait, c'est une finale, c'est la finale de l'Euro, c'est la France contre l'Italie, et la France perd durant tout le match. Déjà, il y a toute la famille qui est dans la télé, ce qui est très rare. Euh, et surtout, je vois ma mère qui fait des prières à la fenêtre, qui allait se cacher, en fait, et qui prie, et je l'entends, je lui arrive au niveau de la hanche à ce moment-là, tu vois, et je l'entends me dire, mon Dieu, est-ce que la France va perdre? Mon Dieu, faites quelque chose, etc. Et déjà là, je capte à ce moment-là il se passe quelque chose avec la France, en fait, qu'en fait, on n'est peut-être pas que Sri Lankais. Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, qui connaissent pas trop en foot, c'est genre on égalise à la dernière seconde et là je vois mon père qui vole quoi. J'ai vu mon père voler la première fois de ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père est invalide en fait. Euh, il est tombé malade un peu près en même temps que ma naissance, donc en fait j'ai connu mon père malade de toute ma vie. Il est toujours d'ailleurs, hein, il va bien. Je te rassure les gens. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me construire cette identité de ouais, je crois qu'il y a un truc avec la France. Et c'est un truc qui va me suivre toute ma vie. Euh, je me rappelle encore, j'avais pas vraiment d'idole quand j'étais petit, j'avais mon papa. Mais c'est tout quand on est petit, il y a ce chemin qu'on fait on a nos parents en idole et puis après on s'en prend une dans le monde extérieur. Et en fait, elle m'est venue en fait parce que quand on était petit, je devais partir en vacances dans les années 2003, sauf que je suis encore réfugié en fait à ce moment-là. Je le sais pas en fait tout ça. C'est des trucs que j'ai refoués. À ce moment-là, je ne me dis pas que je suis réfugié, quoi. Je pense juste que c'est compliqué de partir en vacances en Angleterre. Et, euh, et on fait la queue dans l'ambassade d'Angleterre. En fait, on vient 3 fois de suite à 6 heures du matin. Et à 11 heures du matin, on nous dit il n'y a plus de place pour rentrer chez vous. Et je commence à détester les Anglais. Je déteste les Anglais encore plus, en fait, parce que la quatrième fois, on arrive à 5h30 du matin, on arrive à passer cette fameuse porte de l'ambassade qui me paraissait genre gigantesque, tu vois. Et on prend l'autocar finalement pour aller en vacances dans la famille. Et là, t'as un monsieur en fait qui me dit bah en fait il passe pas quoi à Calais et il me dit bon, du coup il y a tous les gens il y a tous les gens qui passent, il y a tous les gens de l'autocar qui passent et le mec il dit non non mais en fait votre fils il a pas les mêmes yeux que sur la photo donc il passe pas quoi. Et ça dure une demi-heure et au bout d'une demi-heure t'as des policiers français qui viennent et qui convainquent le mec que je peux partir en vacances.
Et l'été d'après, ça va être toute ma vie, c'est encore un euro de foot et t'as Zizou qui leur claque 2 buts dans la gueule. Et je me trouve une idole de fou, quoi. Et c'est la première fois aussi, en fait, l'équipe de France de foot, c'est la première fois aussi que je voyais des gens que je voyais tous les jours à la télé, passer à la télé, genre, et qui représentaient la France. Et je me disais, ouais, en fait, c'est peut-être normal, en fait, que, ouais, on est français, en fait. Genre, je crois savoir qui je suis. Et quelques années plus tard, en 2008, 2010, je suis enfin devenu français. Je suis devenu français en 2005. Et, euh, et en 2008-2010, je- naïvement, en plus, moi, à l'époque, je pensais que le racisme, c'était terminé, quoi. Enfin, c'était des vieux là-bas, il y a peut-être quelques vieilles personnes qui étaient racistes et que c'était plus de notre époque. Et l'équipe de France est vraiment nulle à ce moment-là. Et moi, j'aimais beaucoup aller sur les vidéos YouTube, voir les matchs, enfin, voir les actions, etc. Et je tombe sur un flot de haine dans les commentaires, mais tu sais, de mecs de mon âge, quoi. Et c'était la prochaine fois, alors, il faudra leur jeter des bananes pour qu'ils jouent mieux. Et c'est normal qu'ils ne jouent pas bien, ils sont même pas français, etc. Et c'est à ce moment-là aussi que je comprends que bah, j'ai pas fini le chemin, euh, que je comprends ce concept à ce moment-là de bon français, enfin bon immigré, mauvais immigré, Mm. que tant que tu fais les choses bien, ça passe, mais t'as pas intérêt à faire les mêmes erreurs que les autres qui n'ont pas eu les mêmes handicaps que toi. Et je me construis vraiment sur ça, et, euh, et tout ça me pèse un peu. Surtout que je ne vois pas cette équipe gagner, en fait. J'ai envie que juste que cette équipe gagne et qu'ils fassent fermer leur bouche à tout le monde. Et, euh, et ça s'arrête, en fait. Je me libère de tout ce poids-là. On pourrait croire en 2018, le moment de la finale, mais c'est pas à ce moment-là, c'est en 2018, au moment de la demi-finale, je suis avec des amis dans Paris. Et il y a quelque chose qui me dit, je suis avec mes amis, hein, et j'aime pas mettre des plans. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, j'ai mal au ventre et il me dit, mais il faut que je rate ce match avec mon père. Et, euh, Et je et finalement je lâche mes amis, je dis bon les gars en fait je crois que je vais vous lâcher et je prends le métro, je me dépêche de rentrer à Créteil, je regarde le match avec mon père et c'est la première fois de ma vie où quand on gagne le match que je pleure de joie dans les bras de mon père et euh, et c'est un truc genre en fait les seules fois où j'ai pleuré de ma vie dans les bras de mon père c'est soit parce que je m'étais fait bobo parce que j'étais petit ou pas parce qu'il m'avait défoncé avant quoi. Tu vois, c'est pas un truc qui se fait genre on n'a pas cette culture de papounet, mamounet, tu vois. Moi, mes parents, en fait, je viens d'une famille où on les vous voit. Et encore aujourd'hui, je les vous vois. Et ce moment où je pleure dans les bras de mon père, et je pense que je relâche tout. C'est aussi à ce moment-là, en fait, parce que c'était aussi un moment de ma vie les gens me posent des questions en mode, mais pourquoi t'es autant fan de cette équipe de France, de foot, etc. Et je leur dis, bah, je sais pas. Et c'est aussi à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à faire l'introspection, à me rappeler de tous ces moments où j'étais devant la préfecture à attendre, à tous ces souvenirs en fait où j'ai attendu, où j'avais ce besoin de savoir qui j'étais quoi. Et en fait cette équipe ça a toujours été cette boussole et je pense que particulièrement l'équipe de France de foot et on l'a encore vu en 2018 quand ils ont gagné, c'est un symbole de par son côté cosmopolite, de par les couleurs qu'il y a sur le visage des gens qui jouent et euh, et, euh, Et ça a un peu été cette boussole qui a fait qu'aujourd'hui, je sais qui je suis et je suis français, quoi. Je suis français. Voilà, c'est ça. Waouh. J'ai des frissons parce que moi, c'est pareil, enfin, j'ai pas, enfin, je suis née française et tout, mais je pense que le seul moment où je me sens vraiment française, c'est quand je hurle sur la télé pour que des cons en short aillent marquer, mettre un ballon au fond des filets, quoi. Ouais, Enfin, et ouais. il y a un côté un peu inexplicable et en même temps,
C'est assez puissant, quoi, je trouve. Et tu t'es Ouais, c'est ça. senti comment quand on a perdu en finale de l'Euro? Alors, quand on perd en finale d'Euro, je suis à la Tour Eiffel et je fais un blackout. Genre, je ne saurais même pas te dire comment je suis rentré chez moi, quoi. Euh, j'ai vraiment, genre, Mais en fait, en 2016, c'est marrant, c'est parce qu'en fait, en 2016, j'ai une sorte de fatalité qui s'installe en moi en mode, à ce moment-là, j'ai beaucoup de fatalité dans ma vie, en 2016, et je me dis, bah, c'est comme ça, en fait, on gagnera pas, on gagnera jamais. Et il y a énormément d'autres fatalités dans ma vie en mode, ce sera toujours un peu la galère financièrement, ce sera toujours la galère pour mon père côté santé. Et en 2016, enfin, ça continue, quoi. Et 2018, quand on gagne, en fait, le fait qu'il y a ce truc qui s'en va, ça a libéré énormément de choses en moi. Et je suis beaucoup plus léger, en fait, depuis. Mais, ce qui peut paraître fou, parce que c'est des mecs que je connais pas, qui ont marqué des buts, en Russie, qui ne feront jamais de ma vie, tu vois. Mais il y a ce coq, qui est sur le blason, qui fait qu'il y a un lien direct. Et ouais, ça avait libéré pas mal de choses à ce moment-là. Ouais. Trop cool. J'aime trop ton histoire. Ouais, après, c'est sûr, Bah, moi, je suis cliente sur des histoires liées au sport. ouais. Je fais mon projet sur les JO par hasard et du coup, je te rejoins pas mal et je trouve ça trop cool, quoi. Et du coup, depuis 2 ans, est-ce que enfin, euh, qu'est-ce que ça a changé? Tu dis plus léger, mais genre, est-ce que dans ta vie, concrètement, ça a changé des trucs? Ouais, en fait, ça fait depuis 2 ans que je prends plus d'initiatives dans ma vie perso, que j'ai moins peur de choses, j'ai moins peur de l'échec aussi. Euh, et je me dis, si je perds maintenant, c'est pour après, voilà quoi. Et je suis quelqu'un j'ai grandi avec une haine de la défaite en fait, parce que je déteste ça. Et euh, et euh, et c'est vraiment, tu sais, quand il y a eu tout ce tapage en mode quand on a perdu l'euro et qu'on la gagne en 2018, et cette phrase de Nelson Mandela qui est beaucoup ressortie en mode euh, la Je phrase ne c'est perds jamais, je ne perds jamais, voilà. Je soit, gagne, soit je je gagne, laisse soit j'apprends. Voilà, je ne perds jamais. soit C'est je ça. gagne, soit j'apprends. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement dans cet état d'esprit-là que je suis depuis 2 ans. Et j'ai beaucoup moins peur de chuter parce que je sais que derrière c'est pour mieux faire les choses après, tu vois. Hmm. Et, euh, et ouais, ça m'a donné un peu des ailes pour faire énormément de projets sur lesquels je suis et dans ma vie perso, quoi. Ouais, trop cool. Mais il y a pas vraiment de questions dans l'audience. Je pense que les gens qui t'écoutent, Hmm. bah, c'est clair, donc c'est cool. Ouais, c'est sympa. J'imagine que la prochaine personne qui vient aurait beaucoup de choses à dire sur ça, sur la question de l'identité notamment. Je sais pas si tu connais Marie. J'ai vu qu'elle avait fait une conférence à l'université, mais j'ai préféré la regarder après. Ouais. Je me suis dit, j'ai envie de la connaître maintenant et revoir la conférence qu'elle avait fait. Mais du coup, je la vois de nom et de photos, du coup, Ok. aussi. Est-ce qu'elle est là, Marie? Je sais pas, je l'ai vue au début du live, mais Je crois que je l'ai vue au début du live aussi, ouais. ok, d'accord. Bah, si ça te va, je vais Ouais, l'inviter. Bah, merci beaucoup. je sais pas si tu veux qui, je sais pas si je on Bah, invite déjà, je comment. vais voir s'il y a Marie, mais ouais, je vais l'inviter. Ok, bah, Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, salut Laven. Alice, Ciao. ciao. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Bon, il y en a pas forcément, hein, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Alors, Marie. Donc, Marie Robert, c'est une philosophe. Voilà. Et elle a fait plein d'autres trucs, mais je vais pas vous spoiler. Et elle est pas là. Elle est pas là. Marie! Marie. Non.
Bon, bah, il n'y a pas Marie, hein. On a perdu Marie. Elle était là au début. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de... Est-ce que vous, le sport aussi, ça vous fait ça? Moi, j'ai ce truc-là, ça me donne des frissons, quoi, à chaque fois. Je sais pas pourquoi, je me sens pas spécialement chauvine. Je suis française, mais bon, voilà. Mais quand je regarde le sport, les JO, le foot, le tennis, et quoi que ce soit, je vais toujours être pour le français, même si l'autre est meilleur. Il y a une espèce de mauvaise foi chauvine. Je sais vraiment pas pourquoi ça. Et je trouve ça beau parce que ouais, complètement, Mélanie. Mais parce que c'est hyper simple, quoi. C'est un truc, c'est... Ah voilà, il y a Marie qui arrive. Donc je m'arrête de parler. Donc je répète pour ceux qui arrivent. Ah là, voilà. Et me Salut! voilà. Je surgis, j'avais un problème de connexion, donc j'ai bougé Pas de un peu soucis. partout, mais a priori ici, c'est bon. T'es Comment plus dans ça ton va? décor, t'es plus dans ton décor Ben historique, là. justement, ça ne fonctionnait pas dans mon Ah, décor. C'est peut-être que c'est un signe que je dois sortir il fallait et sortir de changer ça. d'environnement de temps en temps. Donc Ça fait du je bien me de te suis voir sur déplacée. un autre. Ouais. Les gens pensent que j'habite en fait maintenant cette toile de Sur- Jouy. Alors, figure-toi qu'on me l'a fabriqué en masque. C'est Quelqu'un vrai? m'a fait un masque toile de Jouy. Donc, Excellent. Non, mais le volet en bois te va très bien aussi. voilà. Attends, j'augmente le son. Tu as Alors, l'air posé. effectivement, j'ai la chance d'avoir eu un peu une terrasse où j'ai travaillé au soleil quand je Ah, n'étais pas face à ma toile de Jouy. Donc, effectivement, j'ai dû, mais tout va bien. En tout cas, je suis ravie. Alors moi déjà, aussi. je suis ravie. Je sais très bien, j'arrive, c'est déjà, c'est déjà mouvementé. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a Bah pas de non, mais c'est départ, il la n'y a meilleure pas. introduction. Donc déjà, je voulais te dire que j'étais absolument ravie déjà de te revoir, même si par écran interposé, mais je suis quand même très très heureuse. Et surtout, je voulais remercier tous les gens qui m'ont parlé en fait de la vidéo qu'on a faite toi et moi, enfin plutôt de ton interview, parce que moi j'y suis pas pour grand-chose là-dedans. J'ai eu des très 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 jolis témoignages et c'était vraiment extrêmement émouvant. Donc voilà, je Bah, voulais dire un grand merci. tu y es quand même pour quelque chose et c'était un plaisir. Et en plus, enfin non, non, mais voilà, plaisir partagé. Et je voulais également dire, parce qu'on vient d'écouter La Vanne et j'ai presque pu tout écouter, mais je voulais faire un petit point sur l'Institut de l'engagement, parce que depuis que je vous ai rencontré, alors pour ceux qui nous écoutent, je peux raconter la véritable histoire. C'est-à-dire que en fait, j'étais invitée à un cycle de conférences qui s'appelle les Napoléons. Donc 3 jours autour d'une thématique, etc. On était tous réunis ensemble. Et dans le train du retour, qui met environ 5-6 heures, hein, il me semble, c'est Mm. 5-6 heures, j'ai derrière moi 4 jeunes gens, dont Alice. 4 jeunes gens qui discutent avec, dans l'autre partie du carré, donc 2 carrés de train, et dans l'autre partie, qui discutent avec leur professeur, un certain Marc. Et je sens déjà une manière de s'exprimer et de parler à ce que je crois être leur prof. Il s'avère qu'en par la suite, Mm. ce ne sera pas tout à fait ça, mais moi, pour moi, je ne sais pas exactement quels sont vos liens. Un amour tellement débordant et tellement de confiance que je me dis, ouh là là, il faut absolument que je les entende, ceux-là, il faut absolument que je les écoute. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est mis à échanger et à discuter. Et en fait, je pense que je suis restée debout à parler de l'autre côté du carré pendant environ 3h25. Et parce que on parlait et au bout d'un moment, elle s'est introduite dans la conversation. On lui dit, mais viens t'asseoir à côté de nous. On était 5 pour 8 places et elle voulait pas parce qu'elle pensait que ça durerait 5 minutes. Et au bout de 3 heures, elle a fini par s'asseoir à côté de nous. J'ai Mais, énormément travaillé ma posture, ça m'a bien gainé. Et en fait, depuis ce jour-là, effectivement, j'ai eu l'occasion de pas mal échanger avec des jeunes de l'Institut de l'engagement. Alors que ce soit toi, que ce soit Mehmet Kemaloglu, qui est un autre mm, lauréat de l'Institut. J'ai la chance d'être marraine de 2 personnes de l'Institut de l'engagement qui font un parcours autour de la pédagogie Montessori. Et alors vraiment, si j'ai une chose à dire, un cri du cœur, c'est à quel point si les associations, les entreprises, les partis politiques, ce que la vie peut compter de structure, mais prenez des jeunes issus de l'Institut de l'engagement.
Je n'ai jamais vu, et pourtant j'ai enseigné dans énormément de structures, je n'ai jamais vu autant de détermination, de conviction, d'ancrage en fait. Un mélange entre un ancrage émotionnel très profond avec des parcours, et la vanne en est un exemple, toi t'en es un exemple, enfin, à chaque fois qu'on rencontre un lauréat de l'Institut de l'engagement, on est saisi en fait par cette alliance qui, moi, me touche en plus particulièrement émotionnellement entre une intimité, une sensibilité, quelque chose vraiment de très marqué en fait par rapport à la vie, et en même temps cette volonté de va-et-vient avec l'autre, de donner, de partager, d'avoir des projets, un engagement en fait extrêmement fort. Donc vraiment pour moi c'est une chance inouïe en fait que d'avoir pu déjà vous rencontrer et modestement échanger avec des gens de l'Institut de l'engagement. En tout cas, c'est absolument remarquable. Donc voilà, c'était mon cri du cœur du soir. Voilà, Bah écoute. Non, non, mais oui, c'est vrai que c'est génial, l'Institut d'engagement. Après, c'est, je sais pas combien de centaines, même de milliers de jeunes qui ont été accompagnés. Donc, il y a aussi une énorme diversité. Et même si on est souvent assez fiers d'être à l'Institut, je précise aussi qu'il y a des jeunes bien qui ne sont pas lauréats de l'Institut de l'engagement. évidemment, bien Donc, il entendu. y en a de partout, mais c'est vrai qu'on est dans un terreau favorable parce que enfin, on a fait tous un service civique, donc on est un peu ouvert à ce truc-là, le côté social et tout. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi que c'est des très belles rencontres. Social et cette idée d'être en fait, tu sais, il y a un truc que je répète tout le temps, mais qui est aussi peut-être que c'est parce que c'est cohérent par rapport à ma vision de la philo, qui est le côté social, mais une vraie philosophie de l'action, c'est-à-dire une manière Oui. d'être acteur de sa vie, tu vois, voilà, à travers plein de gestes, dans le quotidien en fait, d'incarner ce en quoi on croit dans le quotidien. Donc ça, c'est juste remarquable. Oui, c'est clair. Je viens d'arriver, pouvpeux-vous expliquer le Ouais. sujet? Il n'y en a pas. Bah alors, Marie a débarqué avec son élan d'amour pour l'Institut de l'engagement. Est-ce que je peux repréciser le sujet Bien sûr, du live? je me tais. Non, non, mais c'est pour ça que je t'ai invité, parce que j'adore discuter avec toi aussi, hein. Le principe de ce live, cher AB87, c'est de parler, de raconter une galère et d'expliquer comment on a tiré du positif. Et la raison de ce sujet, c'est que moi, j'aime parler de tout ce qui va bien, mais j'ai remarqué que souvent, c'était lié aussi à des galères et que pour pouvoir chacun s'approprier ce sujet-là, dans dans l'idée de développement personnel, tout ça. Quand on donne plein de principes positifs, tout ça, c'est très difficile de se les appliquer quand soi-même on n'y arrive pas. Et de commencer par la galère, je pense que ça parle à tout le monde et c'est beaucoup plus déculpabilisant. Donc, il est où la vanne? Mais la vanne, il est passé en premier, donc il est passé. Mais il y aura un replay si tu veux le réécouter. Je vais essayer on peut m'appeler la vanne. Si cette personne est vraiment déçue, Non, il n'y a non, pas mais de problème. il y aura un replay, donc il pourra le réécouter. Écoute plutôt Marie, tu verras, tu seras pas déçu. C'est un lauréat Non, qui dit ça. alors je trouve qu'effectivement, c'est un très très beau sujet. Déjà, juste avant de raconter ma galère, je pourrais en raconter plein, hein, mais j'ai essayé d'en choisir une parce que sinon on va être là jusqu'à minuit et demi. Pas gênant. Déjà, avant tout, je voulais juste faire un petit point, c'est que ce qui m'a beaucoup touché, ce qui me touche dans ce sujet, c'est qu'on parle énormément, effectivement, dans le développement personnel et même dans la philo. Il y a un ouragan autour de la question de la joie et la question du bonheur. C'est-à-dire que c'est de plus en plus mis en avant. On va dans des kiosques à journaux et on en avait parlé ensemble. Happiness, soyez heureux, etc., etc. Et en fait, quand tu es dans un moment de ta vie qui est un peu compliqué, que ce soit intimement ou professionnellement, ou que ce soit même en termes de santé, c'est extrêmement dur en fait d'avoir cette image de joie, de sourire forcé. Il y a même dans des écoles, j'en ai visité une l'autre jour où il y avait écrit dans les interdits ne pas pleurer. Être heureux, ne pas pleurer. J'ai trouvé ça, mais terrible en fait, absolument déchirant parce que, encore une fois, et j'en parlais dans mon post du jour sur mon compte Instagram, Philosophie Sexy, je disais la vie c'est l'amplitude en fait. C'est le haut, mais c'est aussi le bas. Enfin, c'est la gauche, c'est la droite, c'est partout. Donc c'est s'emparer de tous les espaces et de toutes nos émotions.
Et encore une fois, parce que toutes les émotions sont nécessaires, en fait, nous indiquent quelque chose, nous disent quelque chose sur nous. Et moi, des galères, alors j'ai eu la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie à plein de moments. Mais en fait, c'est toujours étrange parce que quand on raconte une galère, on a l'impression qu'on devrait presque s'excuser de l'avoir eue parce qu'au demeurant, on a eu de la chance à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup de chance, et encore une fois, j'ai énormément de gratitude à l'égard de la vie, qu'on peut pas reconnaître aussi des moments de galère. Et moi, celle que je voulais raconter, c'est en fait, après ma licence, moi j'ai toujours eu la chance d'être plutôt bonne élève. C'est-à-dire, même si avec des petites particularités dans ma manière de travailler, mais toujours eu la chance d'être bonne élève. Et puis, à la fin de ma licence de philosophie, j'ai fait une licence de philo à Paris 4, à la Sorbonne. Et à la fin de ma licence de philo, je voulais travailler sur la philosophie médiévale. Donc, j'étais vraiment très déterminée à travailler sur ça, etc. Sauf que le professeur avec qui je voulais faire ma maîtrise, enfin mon master, a eu un souci de santé. Donc au dernier moment, le prof avec qui je voulais absolument faire quelque chose a eu un souci de santé. Donc je me suis dit, ok, je ne vais pas travailler en philo médiévale sur la figure du diable. Je vais finalement aller dans le domaine qui est le plus compliqué pour moi. Alors, va savoir pourquoi j'ai eu cette idée-là. Un étrange mélange de dépassement de soi, de folie, de je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Et ce domaine, c'était la philosophie des sciences, avec un intitulé, c'était un master qui s'appelait l'Office, Logique, Philosophie, Histoire et Sociologie des sciences. Pour comprendre le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours eu énormément de difficultés avec les chiffres. Totalement dyscalculiques. Les chiffres, c'est-à-dire je ne les vois pas, je ne les comprends pas, j'ai du mal à les manipuler. C'est vraiment un domaine très, 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 très ardu. Et c'est pas une question, tu vois, de manque de boulot, parce que j'ai toujours été bosseuse, mais vraiment ardu. Et donc, je me retrouve dans ce master où je suis la seule fille, parce qu'en philo, bon, tous plus ou moins ayant fait des maths ou des écoles d'ingénieurs avant, donc l'enfer. Et j'ai vraiment l'impression d'être, mais de débarquer, quoi. Les mecs sont super calés, super forts en logique. Et quand je te dis me regarde de haut, c'est-à-dire que c'est même pas à ce niveau-là me regarde de haut, c'est-à-dire que c'est limite si on se demande pas si je me suis trompée de porte, quoi. Tu vois, un peu trop souriante, qui rit un peu trop, elle rit. Un peu trop fille, un peu trop plein de choses. Et en fait, je me dis, bon, de deux mots, en fait, et c'est toujours, et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a toujours ce moment, quel que soit l'espace, en fait, cette question de la légitimité. C'est-à-dire que vraiment, je me souviens, la rentrée était donc en octobre, et de octobre jusqu'à début décembre, il n'y a pas un seul cours où je me disais pas, mais j'ai rien à faire là, mais j'ai rien à faire là, j'ai rien à faire là. Et je me le répétais presque obsessionnellement et j'avais presque du mal à me concentrer sur le cours, tellement je me donnais pas la possibilité d'être là, tu vois. C'est-à-dire que j'arrivais tellement pas à me dire que j'avais le droit d'être là que mon esprit n'arrivait pas à être dans la salle. Et du coup, hyper galère. Et effectivement, je sentais bien que les types à côté... J'attendais en fait des gens, de mes profs, et j'attendais des gens autour de moi, au fond, qui me légitiment, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais... Et c'était terrible, je pleurais tous les soirs, je rendais des exercices, alors que bon, alors je ris beaucoup, mais je pleure aussi beaucoup, mais bon... Et je pleurais, je me disais, mais par moments, je regardais des exercices de logique, je me disais, mon esprit ne va jamais pouvoir comprendre ça, en fait. C'est juste que mon esprit ne va pas réussir à s'accrocher. Et pour autant, un jour, je me suis dit, mais finalement, ok, la légitimité, en fait, c'est la légitimité qu'on se donne à soi. Et elle ne peut pas venir des autres. Et si, en fait, j'attends qu'elle vienne des autres, toute ma vie, en fait, je ferai que ça. Attendre qu'on me légitime, attendre qu'on me donne l'autorisation, attendre qu'on valide une forme de normalité pour pouvoir participer à quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, Marie, stop, t'as déjà
tu as déjà réussi à dépasser plein d'étapes. Si tu en es là, c'est pas parce que tu es souriante et tu l'as pas volé. C'est parce que tu as travaillé, parce que tu mérites d'être là et que là, tu vas juste travailler un peu plus parce que c'est un espace qui est encore un peu plus dur, mais tu vas plus travailler, tu vas y arriver. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai vraiment bossé comme une dingue en me disant, et c'est pas un truc de juste quand on veut, on peut, parce que je déteste cette phrase, c'est complètement ridicule, parce que en fait, bah non, ça dépend de plein de facteurs extérieurs, C'est mais clair. c'est aussi se dire, c'est vraiment pour ça que c'est pas le quand on veut, on peut, mais c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Si c'est le cas, j'ai le droit d'être là. Et peu importe si j'ai pas la même culture, si je viens pas tout à fait du même sérail, peu importe si j'ai pas le parcours royal attendu de classe prépa, d'école d'ingé, de tout ça. Si je suis là, c'est pas pour rien, je l'ai pas volé, et donc je vais y aller. Et j'ai vraiment bossé comme une dingue. Et au final, non seulement je me suis fait vraiment des amis, parce qu'au bout du compte, alors encore aujourd'hui, hein, ils considèrent que je suis à moitié folle, mais c'est pas grave. Mais non seulement je me suis fait des amis, mais surtout j'ai appris énormément. Et finalement, j'ai réussi et j'ai eu une super note en logique. Et surtout, en fait, comment dire, dans chaque moment de l'existence, je compliqué et aujourd'hui, tu vois, je crée des écoles et l'entrepreneuriat, c'est une autre démarche. Je me rappelle beaucoup ce moment-là, en fait. Toujours ce truc de n'attendons pas la légitimité des autres parce que soit ils nous la donneront, mais dans ce cas-là, on est dépendant d'eux, soit ils ne la donneront pas et on va passer à côté de choses qui comptent profondément pour nous parce qu'on a cette question de la légitimité. Et du coup, dans tous les cas, c'est nous que nous censurons et c'est nous, en fait, que nous renvoyons à un espace qui est limité. Et moi, mon appel, c'est vraiment l'amplitude. Et c'est ça, prenons l'espace, quoi. Prenons, c'est vraiment cette idée de prendre le pouvoir, en fait, mais pas dans le sens de la domination. C'est de prendre ce qui est possible autour de nous. Et ça, c'est très important parce que toujours dans notre vie, quel que soit notre parcours, il y a toujours des moments où on a un peu l'impression de ne pas être à notre place. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que c'est aussi nous qui nous conditionnons. Voilà, il n'y a pas d'autre place que la compétence. Et si on est compétent, bah, il n'y a pas de raison. Et tu vois, moi, j'ai commencé la philo il y a 17 ans. Et il y a 17 ans, j'aurais jamais pu croire. C'est pour ça que ça me fait, à la fois, j'ai énormément de gratitude et en même temps, parfois, ça me fait presque rire, tu vois. Aujourd'hui, je vois que mes statuts sont appréciés, je vois que mes livres fonctionnent, je vois que, tu vois, il y a un engouement, pas qu'autour de moi d'ailleurs, hein, mais autour de la philo en général. Et je me dis, mais il y a 17 ans, j'aurais jamais pu croire ça parce que tout le monde disait, ah, la philo, t'es sûre? Mais c'est pour être prof, non? Bah ouais, les gars, c'est pour être prof, mais en fait, non seulement c'est quand même assez génial d'être prof, mais surtout, en fait, faut jamais, et je sais que ça peut paraître démagogique de dire ça, mais c'est tellement vrai, faut jamais écouter, quoi. La seule chose qu'il faut écouter, c'est cet enracinement en nous qui nous dit, bah ouais, t'as envie d'être là, alors vas-y, quoi. Et prends-le, et n'écoute rien, et désobéis. Voilà. Bah, je rejoins complètement ce que tu dis. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu crois que le fait que tu aies travaillé encore plus, c'était pour te faire une place? Non, mais en fait, c'était parce que c'était vraiment extrêmement compliqué pour moi de comprendre la logique, Ok. quoi. C'est juste qu'en fait, tu vois, et ça, pareil, c'est un autre apprentissage de dingue. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, quand on dit que t'es pas très bon dans une discipline, c'est-à-dire que, tu vois, moi, on m'a toujours un peu répété que j'étais pas très bonne en maths. Alors, pas très bonne est un euphémisme, hein, mais mais du coup, tu te conditionnes un peu. Et en fait, tu adoptes une identité Hmm, extérieure, en fait. Ah bah oui, t'es pas très bonne en maths, et là, en l'occurrence, t'es pas clair. très bonne en logique. Et puis, tu finis par te dire, te présenter presque, tu vois, ah bah moi, je suis pas très bonne en logique. Et en fait, tout d'un coup, tu vois, c'est une notion que j'aime beaucoup, c'est la question de l'identité narrative. Comment tu te racontes? Et en fait, tu finis par te raconter avec des éléments, en fait, qui, si ça se trouve, sont ou plus toi, parce que la vie change, et puis c'est pas parce que, tu vois, enfin, je veux dire, heureusement, on n'est pas toute notre vie la même chose, Ça. ou alors en fait, qui sont le regard des autres. Ça, je le vois énormément en étant directrice d'école, tu vois. J'ai beaucoup d'enfants qui sont énormément conditionnés par le regard dans leur fratrie ou le regard de leurs parents.
Donc les parents arrivent et à un rendez-vous d'inscription te disent ah non mais lui incapable de se concentrer. Et du coup en fait, alors sans doute que ça vient pas de nulle part si les parents disent ça, mais en même temps tout d'un coup l'enfant à force de lui répéter il est incapable de se concentrer, ben effectivement il va jamais se concentrer. Et en fait quand tu le détaches et quand tu l'arraches un peu de sa cellule et de ce regard familial, et ben tu te rends compte qu'en fait non seulement il est capable de se concentrer, il faut juste ok, il faut aménager 2, 3 choses, mais la vie c'est un aménagement. Et moi effectivement tu vois, pour en revenir à cette histoire, effectivement il a fallu que je comprenne, qu'en logique, que je fasse des cartes mentales parce que j'arrivais plus à fonctionner de cette façon-là, que je reprenne des outils, que je m'ajuste en fait à mon fonctionnement. Mais, et ça revient à la question de la légitimité et effectivement du conditionnement en fait. C'est qu'on est conditionné par tout un tas de choses. Et alors après, on est conditionné non seulement par nous, notre propre histoire, mais on est conditionné par plein de couches de t'es une femme, t'es machin, tu viens de tel pays, t'as tel endroit, t'as tel parcours. Et en fait, on accumule les conditionnements et à la fin, en fait, on sait juste plus qui on est. On a juste des espèces de pellicules obscures autour de nous, mais qui veulent rien dire, en fait. Tu vois, être une femme ne veut rien dire, pas plus que venir de tel pays, pas plus qu'avoir fait telle prépa. Ça ne raconte rien, en fait, de l'individu que nous sommes. C'est clair. Ça me fait penser à un truc tout bête, tu vois, mais là je suis confinée avec ma sœur. On n'avait pas habité ensemble du coup depuis Ah bah oui. 10 ans. Et elle me dit, tiens, ça fait 1 mois et demi qu'on est confinés. Elle m'a dit, t'as toujours pas changé tes draps, qu'est-ce qui t'arrive, Alice? Et je lui dis, bah, je sais pas, c'est vrai que je suis peut-être moins... Parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, plus jeune, j'étais hyper stricte sur cette question. Il fallait que je change mes draps tous les 15 jours. J'avais un calendrier, j'étais psychotique de ça. Et maintenant, bon, bah voilà, ça fait 1 mois et demi, oui, il faudrait les changer, mais bon. Et en fait, je me dis, mais c'est vrai que elle Ouais. me connaît de il y a 10 ans. Et Exactement. on se côtoie, hein, on se connaît super bien. Mais je veux dire, oui, j'ai changé là-dessus, quoi. Et elle aussi. Enfin, en fait, Et dans bien la sûr. famille, l'image des uns des autres, Mais ça, tu sais, c'est quelque chose de très, très, très important, ce que tu dis. Tu l'as avec la famille, tu l'as aussi avec les amis d'enfance. Le «Ah, t'as changé», qui est toujours un tout petit peu culpabilisant, généralement. Parce qu'en fait, les autres perdent leur repère, tu vois. Alors là, c'était pas forcément le cas de ta sœur, Non. etc. Mais, mais tu vois, il y a toujours ce truc de se rappeler que, bien sûr que nous avons un socle tu vois, quelque chose de l'ordre en nous qui fait que nous restons le même individu tout au long de notre vie. Mais il faut aussi accueillir toutes les fluctuations et tous les changements et prêter attention, qu'on soit frères et sœurs, qu'on soit amoureux, qu'on soit parents, qu'on soit collègues, qu'on soit amis, à toujours se réajuster en fait et se dire ok, enfin l'autre change et moi aussi je change et comment on s'ajuste et comment on apprend en permanence toute notre vie à se connaître en fait. Et ça, je pense que c'est très très précieux, effectivement. Mm. Waouh, trop beau. Là, je lisais les commentaires en même temps. C'est vrai que c'est tout un programme en même temps, hein. Savoir s'écouter, qui dit on a besoin de trouver sa liberté intérieure pour vraiment exister et être soi. Oui, mais c'est aussi accueillir, tu vois. En fait, c'est aussi un truc de... Quand tu passes beaucoup de temps avec des gens, et c'est le cas, et c'est pour ça qu'on parle souvent de la famille, mais c'est pareil dans le couple, en fait. Passer le moment où, en fait, l'habitude se crée, eh bien, en fait, on oublie de regarder les gens. Ça ne veut Mm. pas dire qu'on les aime moins, hein, absolument pas. C'est pas du tout, tu vois, l'amour peut être là, la présence peut être là, le soutien peut être là. Mais en fait, on oublie de les regarder avec cet inédit, en fait, cet étonnement de juste, ah tiens, rappelons-nous qu'avant d'être ma sœur, avant d'être mon mec, avant d'être, tu vois, avant d'être mon meilleur ami depuis 15 ans, c'est un individu, en fait. Et c'est souvent ça aussi, moi, que je dis parfois aux parents, c'est que avant d'être bien sûr, c'est votre enfant, mais c'est aussi un individu en fait qui est un adulte en devenir, qui va peut-être avoir des goûts différents, qui va peut-être vous intriguer, vous questionner, enfin tu vois, qui va peut-être parfois même vous choquer. Moi j'ai des parents qui parfois arrivent dans le bureau et prennent rendez-vous avec moi pour me dire non mais c'est pas du tout normal, il aime... Alors l'autre jour j'ai eu ça, c'est pas du tout normal, il aime le karaté. Moi, je n'ai jamais aimé le karaté. Il aime le karaté. Et comme si vraiment on devait statuer sur ce drame d'aimer le karaté.
Ah Et ouais. en fait, tu te dis, là, il y a un problème, bien sûr. L'autre est autre. L'autre nous est en fait étranger. Et bien sûr que c'est déstabilisant, tu vois. Et bien sûr que c'est pas toujours évident. Mais en même temps, c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est accueillir non seulement ces changements, mais accueillir aussi cette altérité, en fait. C'est clair. Que l'autre ne soit pas moi. Et parfois, tu sais, on a une envie d'être identique parce que c'est rassurant. Parfois, tu sais, tu as envie de te trouver des points communs. Parce Ouais, qu'en fait, tu as ouais. l'impression que les choses seront plus solides, que c'est plus durable, que tu es réuni autour, tu vois, d'un hobby. Mais en fait, finalement, c'est aussi fascinant. La différence est absolument passionnante, en fait. Et moi, je suis beaucoup plus, comment dire, je trouve ça observer et être confronté à l'autre et à son étrangeté et à t'as un système de fonctionnement tellement différent de moi que c'est fou, c'est trop beau aussi quoi. Bon, Et voilà. comment tu fais, bah, tu parlais du couple ou de la famille, comment tu fais pour avoir ce regard neuf? Alors je sais pas comment je fais, mais en tout cas j'ai une chose assez amusante, c'est qu'à chaque fois que je parle de mes parents, de mon frère ou même, tu vois, de mon compagnon ou de mes amis très proches, je dis toujours, j'ai toujours cette manie d'ajouter la phrase, bien sûr, ce sont mes parents, mon frère, etc., mais vraiment, je les aime en tant qu'individus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tant dans leur fonction vis-à-vis de moi qu'en tant que personne. Je trouve que mon frère est un homme incroyable. Et même si c'était pas mon frère, tu vois, mes parents, pareil, je prends du plaisir en fait, autre que dans le lien familial. Le reste, tu vois, j'ai la chance d'avoir été toujours assez autonome, assez indépendante, de pas être dans un lien en fait de dépendance. Quand on dit pas de dépendance affective, c'est-à-dire bien sûr on s'aime profondément, mais c'est pas, tu vois, ce besoin comment dire, de dépendre pour des choses pragmatiques. C'est juste que j'adore les voir, quoi. Tu vois, mais vraiment, c'est-à-dire, je suis contente. Mais tu vois, on est confiné dans ce confinement. Mon compagnon, je trouve que c'est avant un homme passionnant, en fait, un vrai partenaire. Et je le trouve passionnant. Donc c'est aussi, alors je sais pas si c'est un trait de caractère qui tient moi, à une manière, en fait, tout m'étonne et tout m'interpelle un peu. Donc évidemment, assez vite, j'ai l'impression c'est un peu waouh. Bon, évidemment, mais c'est aussi l'habitude, en fait, de se dire, ok, tu vois, les gens te disent toujours, là je reviens sur le thème de l'amour, mais les gens te disent toujours, oh là là, on s'aime comme au premier jour. Mais en fait, cette phrase est tragique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout envie qu'on aime Mm. les gens comme au premier jour. Moi, j'ai envie qu'on aime les gens comme au deuxième, au troisième, au 125e, tu vois. Ah, Qu'il c'est y ait une trop beau. construction, qu'il y ait une évolution, en fait, qu'il n'y ait pas juste un shabadabada, quoi. On construit et oh là 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 là, tu vois. Et c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai une passion pour travailler avec les gens que j'aime. C'est un peu maladif d'ailleurs, parce que du coup, mon frère, qui est cet homme merveilleux, est aussi mon éditeur. Mon compagnon est aussi la personne avec qui je crée des écoles. Et généralement, mes amis les plus proches, j'ai envie de faire des projets avec eux. Donc alors, c'est pour ça que je me retrouve à travailler énormément d'ailleurs. Mais moi, en fait, j'ai besoin de travailler avec les gens. C'est une modalité parce qu'à travers le travail, alors évidemment, c'est aussi parce que j'adore le travail. J'adore travailler. Mais c'est aussi parce que pour moi, le travail est une modalité de construction, en fait, extraordinaire. Et j'aime construire, tu vois, évoluer, se découvrir, tu vois, tiens, tu fonctionnes comme ça, tiens, tes compétences, elles sont là, bah, les miennes, elles sont là, viens, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Les gens que je découvre et pour qui j'ai tout de suite un élan d'affection, j'ai systématiquement envie de leur proposer de travailler ensemble, en fait, tu vois. C'est une évidence parce que c'est trop beau, cette construction. Et c'est trop beau, c'est haut, c'est bas, et ok, on va y aller ensemble, quoi. Et c'est pas facile parce que la construction n'est jamais facile. Parce que c'est ce qu'on disait, tu vois, la construction, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la construction d'une famille, d'un couple, elle est remplie de hauts, de bas, d'aléas, de moments où tu pleures, de moments où ça te paraît, mais
insurmontable en fait. Mais ce qui est trop beau, c'est justement de te dire, ok, je vois tes limites, je vois tes failles, tu vois les miennes, qu'est-ce qu'on en fait, comment on avance, comment on met les mains dans le cambouis en fait. Et là, c'est bouleversant parce que tu arrives dans des degrés en fait, non seulement d'intensité, mais de rapports qui sont pour le coup inconditionnels. Ça, c'est peut-être ça aussi ma modalité émotionnelle la plus forte, quoi. C'est le degré inconditionnel. C'est-à-dire, rien, nos mondes ne peut séparer. Et je pense que c'est mon cas avec ma famille et avec les gens que j'aime profondément, avec mes amis profonds, quoi. Les fondations, elles sont tellement solides que, tu vois, vaille que vaille, quoi. Les ouragans, so what? Tu vois? Bah, justement, il y a ma tante qui vient d'écrire Alice, je t'aime trop, et là qui dit pour que la construction tienne bien, il faut que les fondations soient solides. C'est Donc tu très vois. juste. Et c'est très juste aussi. Et là, c'est une magnifique remarque parce que pour que les fondations soient solides, il faut non seulement justement ce regard de confiance et il faut oser affronter en fait, oser affronter la parole. Tu sais, c'est une chose qui est particulière en fait de se dire que parfois on a besoin d'avoir des conversations sérieuses et qu'en fait on les a pas parce qu'on n'ose pas, parce que ça se fait pas, parce qu'on a peur du conflit, parce qu'on met plein de couches en fait. Et, et pour autant, et du coup, on accumule, et finalement, les choses se distancient, se mettent à distance. Et que ce soit avec la famille, que ce soit dans le couple, ou que ce soit avec les amis, euh, quand on se perd, en fait, c'est quand on n'arrive pas à faire ce travail-là, en fait, ce travail d'ajustement, tu vois. Donc, effectivement, la priorité, c'est vraiment ces fondations solides, et pour qu'elles le soient, c'est un travail à deux. Alors, c'est pas toujours évident, hein, loin de là, mais je crois que ça en vaut la peine. C'est clair. Je pourrais t'écouter comme ça, genre je suis là, je mets une petite pièce pour te changer de sujet ou Mais t'as vu, ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'alimente facilement. c'est clair. Non, Ta mais moi je suis fulgurance, fan, hein, c'est ça. N'en cache pas ta joie. En fait, je sais pas si c'est lié à ton titre ou à toi. C'est toujours les moments où je dis des choses que je dis nulle part ailleurs. Ouais, bah tant mieux. J'arrive dans dans des espaces de fulgurance émotionnelle. On comprend plus ce que je dis, si je vais pleurer ou si je vais éclater de rire. Ou enfin, il se passe toujours des choses très intenses par là. Donc, c'est merveilleux. Bah Formidable. je pense que c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire de dire c'est des choses qu'on n'entend pas ailleurs, tu vois, parce que justement on entend beaucoup de choses très sérieuses ou Ouais. très tristes ailleurs, et moi j'aime bien parler de ces sujets-là, donc c'est voilà, t'es parfaite. C'est trop bien. En tout cas, vraiment un beau moment. Je suis bien Ouais, d'accord. c'est clair. Merci beaucoup. Eh, j'ai une autre question. Tu parlais de Oui, travail. Enfin, le live va quitter dans 5 minutes, donc je pense ouais, pas ouais, pas de que. problème. Comment tu fais pour travailler en confinement? T'y arrives? Bon, en fait, alors le travail est différent parce que la concentration est un peu différente et puis j'ai fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais en fait, c'est exactement comme l'amour. Le travail, ça manque énormément. C'est-à-dire que tout d'un coup, pareil, c'est cette idée que les choses avancent. En fait, c'est cette idée de l'action, d'être toujours en mouvement et de se dire que moi, j'ai énormément de mal à être privée de liberté. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose, comme tout le monde, hein, évidemment, mais c'est extrêmement oppressant pour moi, l'idée d'attestation, l'idée de montrer ses papiers, l'idée de... C'est très, très, très difficile. Et en fait, le travail, je trouve, ça te redonne ton espace, quoi. Le travail, c'est comme l'amour, quoi. C'est comme la littérature et la philo. Ça agrandit les murs, en fait, tu vois. T'es pas confiné. Tu vois, quand tu travailles et quand tu aimes, tu n'es pas confiné. Donc, je ne suis pas Oh wow. confinée. Ok. Putain, t'as de la chance, hein. Merci, Alice. Mais Merci merci à tout le Marie. monde. Un trop beau Merci moment, comme beaucoup. d'habitude. Merci pour tous les commentaires là, ça fait plaisir. Franchement, merci beaucoup. Trop beau moment. À très bientôt. Ouais. Bisous T'embrasse Marie. fort. Prends Ciao. soin de toi. Ouais. Bisous. Bye. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je me sens mieux là. Je me sentais déjà bien, mais ça fait trop plaisir. Merci beaucoup d'avoir pour tous vos commentaires, et puis à bientôt. Ce live sera à dispo en replay pour ceux qui veulent le repartager.
Et puis à bientôt. Si jamais vous voulez participer à un prochain live, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis toujours preneuse de vos histoires. Et voilà. Salut à tous, bonne soirée.